l'invité de cette édition matinale. Bienvenue, en tout cas vous êtes journaliste et universitaire et vous venez de publier un livre qui est intitulé « Lutter contre la désinformation, savoir, enjeux et pratiques ». Alors c'est intéressant de s'y pencher ce matin sur cette désinformation qui nous envahit tous. Il y a des exemples qui se multiplient un petit peu partout et ça va parfois très très loin. Je prends le dernier exemple en date, l'intelligence artificielle qui a créé un pseudo-marché de Noël dans la cour de Buckingham Palace. C'est des gens qui sont venus du monde entier pour aller visiter ce marché de Noël qui n'a évidemment jamais existé. C'est encore, si j'ose dire, relativement sympathique, mais parfois il peut y avoir des éléments beaucoup plus graves de désinformation. D'abord, comment est-ce qu'on peut remonter au mécanisme profond de cette tendance à la désinformation? Très bien. Écoutez, tout d'abord, bonjour et merci pour cette invitation matinale. C'est un vrai sujet, en effet. Peut-être avant de parler je dirais, du traitement, je pense qu'il convient dans un premier temps déjà rapidement de faire une radioscopie, quelques rappels hein, sur la situation, hein, sans trop s'étaler, parce qu'aujourd'hui, je crois que la question de la désinformation, elle est rentrée un peu dans je dirais, je sais pas de l'imaginaire populaire, mais un peu dans la discussion de tous les jours. On se souvient, pour ne prendre que la période Covid, donc 2019, puisque à côté des enjeux de la pandémie, des enjeux enfin, des protocoles thérapeutiques, je rappelle que la désinformation était devenue un sujet collatéral qui était pratiquement de la même envergure que les enjeux et les questions sanitaires, au point que l'Organisation mondiale de la santé a inventé ce mot valise, je rappelle infodémie, hein, donc information et pandémie. Alors à côté de ça, bien évidemment, le sujet récurrent, c'est la question de l'impact de la désinformation pendant les périodes électorales, puisque ça touche au fondement même de la décision démocratique, c'est-à-dire manipulation des voix, fraude électorale et puis aussi décrédibilisation des institutions qui sont chargées à la fois de contrôler et de superviser les scrutins. Vous avez aussi, et ça on l'a vu dans le contexte marocain, je veux dire tout ce qui s'est passé avec enfin, le mouvement de la génération Z, puisque on a aussi là aussi une décrédibilisation, je dirais, de la parole publique. Alors après, si je devais rentrer sur le pourquoi, donc les raisons, donc là aussi, c'est une longue discussion. D'ailleurs, dans le cadre d'ouvrages, c'est un travail qui est systémique par définition, parce que d'abord, peut-être préciser que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la question de la désinformation n'est pas, j'ai tendance à dire, n'est pas un problème de contenu. C'est un problème d'environnement, c'est un problème de conditions. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que vous devez regarder un certain nombre de variables qui vont contribuer à fragiliser ce qu'on appelle les systèmes de confiance, que ces systèmes de confiance soient institutionnels, qu'ils soient politiques et qu'ils soient médiatiques. C'est-à-dire, on va se retrouver dans une situation où le travail de médiation, alors pour ne prendre que l'exemple des médias, c'est-à-dire le fait d'expliquer, de vérifier, de hiérarchiser l'information, ne se fait pas comme il se doit. Et donc le message n'arrive pas. Et donc c'est une crise entre le producteur de l'information et celui qui la reçoit. Oui, oui, Alors, oui, mais parfois ces informations sont créées de toutes pièces. Donc ce ne sont pas des informations, hein, évidemment, mais ce sont des éléments qui sont créés de toutes pièces. Mais à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que entre guillemets, informations comme ça sont-elles créées? À quoi ça sert? Alors, déjà, pour dire créer, peut-être qu'il faut apporter une nuance de dire qu'est-ce qu'on entend par une information créée. Alors, déjà, dans la sémantique de la désinformation, il faut apporter une nuance et qui est importante parce qu'elle peut avoir des conséquences aussi dans la réponse que l'on pourrait apporter. Parce que quand on parle de désinformation, ça veut dire qu'il y a intentionnalité d'induire en erreur et ça peut même prendre des proportions, des fois, géostratégiques et géopolitiques. C'est-à-dire quand on se situe à l'échelle de ce qu'on appelle les attaques réputationnelles, c'est-à-dire des attaques contre des États, contre des organisations, eh bien, ça veut dire que nous sommes pratiquement dans une guerre d'information. En revanche, si vous êtes à une échelle individuelle où on va peut-être enfin, faire de la désinformation, mais
de manière non intentionnelle, ce qu'on appelle la mésinformation, c'est-à-dire par négligence ou manque d'expertise. Alors, bien évidemment, le deuxième schéma ne nécessite, enfin, vous allez me dire, de toutes les manières, c'est de la fausse information, mais Mais oui, non, mais quand attendez, même, parce que là, je me permets de vous interrompre, parce que il y a aussi, même à l'échelle individuelle, des informations qui sont créées de toutes pièces. Mais à quoi ça sert? Est-ce que c'est pour exister? Je prends juste un exemple comme ça, pas plus tard qu'hier, voilà, j'étais au téléphone avec quelqu'un, un proche, qui me disait que voilà, il y avait des informations qui étaient inventées sur son compte et sa société particulièrement, alors que tout démontre que c'est faux. À quoi ça sert oui. d'avoir créé un groupe WhatsApp avec des fausses informations? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez d'abord, j'ai tendance à dire à mes étudiants que nous sommes les premiers ennemis de nous-mêmes dans ce travail de désinformation, c'est-à-dire cette propension, ce qu'on appelle communément les biais cognitifs, qui fait que nous partageons d'abord des informations enfin, qui nous apportent un certain confort psychologique, indépendamment que ça soit vrai ou que ça soit faux. Donc il y a déjà ce travail-là, je dirais, qui se fait au niveau individuel, indépendamment des autres variables. C'est-à-dire que les variables soient les modèles technologiques, que ce soit la question des plateformes, que ce soit la question aussi, et ça c'est un point important, c'est que ça a été amplifié par le numérique, ce qu'on appelle aujourd'hui le relativisme historique. C'est-à-dire même la notion de vérité en elle-même, elle est remise en cause. Et ça, on l'a vu dans de nombreuses situations. On a vu la montée des mouvements conspirationnistes. Donc, tout cela crée en fait un climat de suspicion. Donc, ça commence encore une fois, au risque de me répéter, à l'échelle individuelle, mais ça peut prendre en fait des dimensions collectives et des conséquences qui peuvent être dramatiques comme encore une fois, pour les organisations et pour les États. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui, à travers la diffusion de fausses informations, donc de désinformation, est-ce qu'il y a des personnes qui cherchent comme ça juste à exister? Ben oui, oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, vous savez, on a tendance à dire, c'est un petit peu le narcissisme, je dirais, de l'internance. C'est-à-dire, vous savez, il y a cette hormone extraordinaire qu'on appelle la dopamine qui fait que on est un peu flatté dans notre ego quand on reçoit un like, quand on partage. Et en fait, ça crée un phénomène d'addiction. Mine de rien, ça peut paraître comme étant en fait une action, tout ce qu'il y a de plus anodine, mais en fait, je dirais, le gisement de la désinformation, il commence aussi à ce niveau-là, d'accord? Donc, en fait, quand on est dans une communauté, l'envie d'exister, en fait, elle va commencer justement par ces comportements-là et le fait je dirais, en fait, comment dirais-je, d'être partagé, d'être liké, de recevoir une sorte d'émoticon sur une plateforme donnée, eh bien, c'est une manière d'exister. Alors, il y a aussi un autre aspect qui est important, qui est largement documenté, c'est qu'on a aussi des phénomènes, des effets de groupe, donc ce qu'on appelle un peu des biais de conformité sociale, c'est-à-dire l'envie d'exister dans un groupe, eh bien, indépendamment que ce qui est partagé dans le groupe soit vrai ou faux, donc ce qui compte d'abord, c'est de plaire, hein, c'est de plaire au groupe auquel on appartient. Et ça, on l'a vu dans des mouvements xénophobes, dans un certain nombre de plateformes de réseaux sociaux, notamment VKontakte, qui est le concurrent russe de Facebook. Donc, on a vu en fait des gisements de désinformation, justement, qui étaient alimentés par ces biais de conformité sociale. Donc, on appelle ça des biais de conformité. Donc, l'envie de plaire quand on est dans un groupe. En fait, tout cela pour dire, il n'y a pas une seule. L'erreur serait de considérer que la désinformation est un phénomène isolé et que l'on peut agir sur une seule variable dans le cas de la lutte. Oui. Alors, sachant qu'aujourd'hui, on peut quasiment tout faire avec l'intelligence artificielle, est-ce que oui ou non, vous considérez que c'est un outil dangereux qu'il ne faut pas mettre entre les mains de n'importe qui? Absolument. Vous avez raison de soulever ce point parce que l'IA a changé beaucoup de choses. Donc, tout à l'heure, vous citiez effectivement les exemples du deepfake. C'est que ça a changé, d'abord, en fait, la, la- ce qu'on avait l'habitude de faire par le passé, c'est-à-dire s'appuyer sur une évidence visuelle, c'est-à-dire le regard pour identifier ce qui est vrai de ce qui est faux. Aujourd'hui, avec le deepfake, donc nous sommes dans une rupture qui n'est pas seulement technologique, c'est une rupture
sociétale, hein, puisque nous ne sommes plus en mesure, avec encore une fois les moyens conventionnels, c'est-à-dire le regard, de pouvoir distinguer une image fausse et ouvrée, hein, si j'ose dire. Alors encore une fois, je ne suis pas, je dirais, dans une orientation technophobe, au contraire. Donc les outils de l'IA sont aussi, d'ailleurs j'en parle dans le cadre de ce ouvrage, sont aussi des outils qui peuvent nous aider à traquer, en tout cas en partie, les fake news, mais vous avez raison effectivement de vous arrêter sur cette dimension parce que ça a changé beaucoup de choses. Oui, certains qui ne font pas la différence entre voilà, des vraies images et des images générées par Absolument. l'intelligence artificielle, alors que bon, voilà, il faudrait pouvoir faire la différence, il faudrait pouvoir avoir un marquage. Justement, parlons des solutions pour essayer de lutter contre la désinformation, parce que c'est vrai, et vous l'avez souligné vous-même, ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes, ça peut même faire vaciller des États, des nations, que de la diffusion de fausses informations. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ce phénomène? Alors, c'est très simple. Il n'y a pas de solution miracle. Je dirais, c'est la mauvaise nouvelle un peu quelque part. Alors, la bonne, c'est que c'est une réponse collective. C'est une manière, je dirais, d'interpeller un certain nombre de parties prenantes qui sont concernées par cette question de la lutte contre les informations. C'est-à-dire, vous allez avoir les institutions, vous allez avoir les médias, vous allez avoir la société civile, vous allez avoir les plateformes. Maintenant, là où tout commence, c'est l'éducation aux médias et l'information. D'accord? C'est-à-dire, c'est un travail de longue haleine, apprendre dès le plus jeune âge aux citoyens à développer un esprit critique, de distinguer en fait ce que c'est qu'une information, comment les journalistes travaillent, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte en réalité. On ne voit peut-être que la partie visible, mais on ne se rend pas compte. Et c'est pour ça que je demande souvent aux étudiants de visiter les rédactions et vraiment de prendre la mesure de ce qu'un travail de journaliste engage comme procédure, chercher de l'information, la vérifier, la contextualiser, les sources, etc. Et surtout de développer un peu cet esprit critique. Alors, deuxième levier sur lequel il faut agir, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est que cette dimension psychologique, cognitive, donc nous sommes encore une fois les ennemis de nous-mêmes parce que nous avons cette... Donc le niveau de vigilance, il est un peu lié aussi à l'éducation aux médias et à l'information. Donc le niveau de vigilance suppose que on s'arrête d'abord sur nos propres biais parce que la désinformation, elle va s'infiltrer dans ces failles-là. Alors, troisième niveau qui nous intéresse, qui vous intéresse aussi, c'est l'écosystème médiatique. Il faut que l'écosystème médiatique retrouve une résilience économique. Il faut que le journalisme, pardon, retrouve ses lettres de noblesse, donc qu'on puisse revaloriser le travail d'enquête, le travail de vérification, le travail de hiérarchisation, parce que c'est là où tout commence. Et donc ça suppose aussi une mobilisation de grande ampleur, pour parler du Maroc, sur cette question de la chaîne de valeur de l'écosystème médiatique, parce que sans cela, on ne pourra pas y arriver. Alors la question des plateformes, bien évidemment, alors, après, on peut dire aussi comment, je veux dire, que les plateformes soient responsabilisées sur leurs obligations en matière de transparence, parce que ce n'est pas encore ça. On ne comprend pas, en tout cas, on ne comprend pas toujours les logiques algorithmiques qui font qu'une information est visibilisée ou pas, ce qu'on appelle les enjeux de découvrabilité. Et cette dimension-là, elle est liée à ce que je viens de mentionner, donc sur la question des plateformes. Il faut, par exemple, un pays comme le Maroc puisse être plus actif dans la coopération multilatérale parce que nous n'avons pas la taille critique pour être audible auprès de plateformes comme Facebook, comme X ou comme TikTok. Donc il y a une réflexion, mais elle n'a pas suffisamment abouti. Et c'est là où tout se joue, notamment les enjeux d'une gouvernance numérique qui soit plus équitable et plus transparente. Oui. Alors, essayez de s'unir pour peser davantage, c'est ce que vous venez de nous dire, contre, quelque part, pour que ces plateformes aient voilà, de meilleurs filtres, si j'ose dire, sur l'information elle-même. Alors,
Mais bon, il y en a certains, d'ailleurs, certains États qui ont décidé carrément de couper le fil lorsqu'il y avait trop de désinformation qui risquait de déstabiliser complètement un pays. Ce n'est pas le cas, évidemment, ici au Maroc. Mais comment agir? C'est sur les algorithmes? Est-ce qu'il faut davantage de souveraineté numérique? Comment est-ce que concrètement il faut agir contre la désinformation qui, voilà, nous, journalistes, comme les gouvernants ne peuvent pas passer leur journée à démentir des informations. Absolument, tout à fait. En tout cas, c'est exactement je dirais la portée de mes propos, c'est de dire sur la gouvernance numérique, donc c'est un vrai sujet. Alors, si je prenais un exemple d'un certain nombre de dispositifs qui sont déployés au niveau international, notamment le Digital Service Act qui est déployé à l'échelle européenne. Il a montré ses limites, d'abord parce qu'il ne désigne pas explicitement donc la question de la désinformation. Et puis, il y a aussi un problème du niveau de mobilisation des États partenaires qui fait qu'on n'arrive pas à obtenir en fait les résultats escomptés dans le cadre de cette lutte contre la désinformation. Donc oui, la transparence algorithmique, elle est fondamentale parce que tout se joue aujourd'hui au niveau des plateformes. Une grande partie des audiences a shifté sur le numérique. Donc on ne peut pas faire l'économie de cette question de la transparence algorithmique, de la transparence des plateformes. Mais le rapport de force, il est quand même il est asymétrique. Il est asymétrique à la fois entre les pouvoirs publics d'un certain nombre de pays émergents, qui n'ont pas, encore une fois, la taille critique, comme je viens de le dire, mais il est aussi asymétrique si on se situe dans le combat entre les médias historiques, qui, comme vous le savez, sont confrontés à une crise économique, pour ne pas dire une crise existentielle, parce qu'une grande partie des recettes, notamment publicitaires, ont migré vers ces plateformes-là. Mais c'est une crise de confiance aussi. C'est une crise de confiance et c'est une crise de crédibilité. D'accord? Parce que tout à l'heure, on en a parlé au début de notre échange, c'est effectivement une crise de confiance, c'est une crise de crédibilité, et cette crise de crédibilité, elle va s'alimenter dans les mécanismes de médiation qui ne jouent pas le jeu. D'accord? Et d'ailleurs, je m'arrête sur un point, puisque Sa Majesté le Roi a insisté sur ce travail de médiation, l'importance de ce travail de médiation dans le cadre le discours d'ouverture au Parlement, parce qu'il faut qu'on revienne à une reconstruction de la qualité de l'explication, de la qualité de la communication aussi publique, parce que visiblement, ça ne passe pas, en tout cas, ça ne passe pas de manière efficace et comme le souhaiterait une partie de l'audience et notamment les jeunes. Eh bien, en tout cas, nous, ici, à Média TV, on y travaille à essayer de redonner la confiance aux téléspectateurs pour qu'ils nous suivent et qu'ils comprennent ce qu'on est en train de leur dire. On leur donne les informations, après ils en font ce qu'ils veulent. Merci beaucoup, Mohamed Benhabib, d'avoir été en direct avec nous dans cette édition matinale. Je rappelle que vous êtes journaliste et universitaire, auteur d'un livre intitulé « Lutter contre la désinformation, savoir, enjeux et pratiques ». C'est publié par Policy Center for New South. Merci encore et excellente journée à vous.